Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés dans cette toute nouvelle édition? Éléments de réponse dans votre sommaire. Suite des reportages réalisés à New York par Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Suite et fin, et il s'agit de la réunion des Blue Leaders après la présentation du rapport du GIEC. En principauté, l'impact de la transformation numérique. Suite des reportages réalisés sur la nouvelle édition du Monaco Yacht Show avec des yachts éco-responsables ce soir. Christine Datomel vous dévoilera tout du programme du diocèse pour 2019-2020. José Sacré a quant à lui assisté à la présentation de la nouvelle saison de Tout l'art du cinéma. Nous resterons d'ailleurs avec José Sacré pour le Focus Info de ce jeudi, consacré à la tournée de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Bucarest. Mais avant de développer ces titres, cette information. Ce 26 septembre a été marqué par l'annonce de la disparition de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Président de la République de 1995 à 2007, il était dans le cadre de ses fonctions venu en principauté au cours de l'été 1997. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images avec le prince Régnier III. Quelques années plus tard, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II avait été reçu à l'Élysée par Jacques Chirac à l'occasion de la signature de plusieurs conventions. Quelques heures après la présentation du rapport du GIEC que nous vous dévoilions dans notre édition de mercredi, le groupe des Blue Leaders s'est réuni à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU afin de partager plusieurs réactions sur le contenu de ce rapport. Le reportage réalisé sur place par Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Ils sont chefs d'État, ministres, scientifiques, activistes et ont une même préoccupation, la préservation des océans. Depuis New York, où nombre d'entre eux participaient à l'Assemblée générale des Nations unies, les Blue Leaders ont tenu à faire écho au rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur les océans et la cryosphère. Pour eux, sans le bleu, il n'y aura plus de vert. Les océans, qui sont victimes des dérèglements climatiques, peuvent pourtant permettre de les résoudre. We are seeing dramatic changes in the ocean. La science nous envoie un message d'alerte. Nous constatons des changements dramatiques dans les océans et cela devrait aller en s'aggravant. Maintenant, le temps est venu pour nous d'inverser les choses. C'est impératif. Nous devons réduire les émissions de carbone le plus rapidement possible. Nous savons qu'il y a de nouvelles options pour réduire les émissions de carbone. Alors oui, l'océan a été une victime du changement climatique, mais nous savons aujourd'hui que cela peut être une source importante de solutions. Nous devons agir en fonction de cela. We need to act on that knowledge. Aux côtés des présidents chiliens, des Seychelles ou des Maldives, du Premier ministre suédois, du ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale monégasque, la jeune Greta Thunberg a salué les scientifiques et l'important travail effectué pour élaborer le rapport du GIEC. Elle appelle le plus grand nombre à s'unir derrière la science, estimant que l'on peut encore agir, mais pas en continuant comme nous le faisons actuellement. Tout n'est pas perdu, c'est effectivement le sentiment général, malgré les conclusions alarmantes. On a poussé pour que le GIEC, l'IPCC, fasse un rapport spécial et grâce à Monaco et la France qui a suivi derrière, on a eu ce rapport spécial. Donc aujourd'hui, c'est un moment important pour toute la plateforme Océan et Climat, pour tous les acteurs qui se sont mobilisés. Et ma réaction, mon sentiment, d'abord, ce rapport est bien plus dramatique que ce que j'attendais, parce que je m'attendais à quelque chose de dramatique. Mais là, j'ai suivi effectivement la conférence de presse en streaming. Avec le décalage horaire, c'était un peu tôt, mais peu importe. Et j'ai senti la gravité dans l'expression de tous les scientifiques qui sont intervenus. Quand ils répondaient aux questions, c'était « il faut agir maintenant, on peut agir, il y a un peu d'espoir ». Le rapport du GIEC rendu public mercredi à Monaco constitue une étape très importante, mais désormais tous les regards sont tournés vers la prochaine grande échéance. La COP25 se tiendra en décembre au Chili. L'avertissement lancé par le GIEC replacera certainement encore un peu plus les océans au cœur des débats pour la préservation de notre environnement.
Retour en principauté où la transition numérique était au menu du 3e petit déjeuner conférence organisé par la jeune chambre économique de la principauté. Il s'agissait d'une conférence en présence de Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge justement de cette transition numérique. L'occasion de faire un grand point et un tour d'horizon du grand projet Monaco Extended dévoilé en mai dernier en présence du souverain, comme vous l'explique Dominique Poulain. Pour son 3e petit déjeuner conférence de l'année, la jeune chambre économique invite Frédéric Ginta, le délégué interministériel chargé de la transition numérique, quelques mois seulement après la présentation du programme Monaco Extended lancé par le prince Albert II. Sur le côté infrastructure, donc pour construire cette révolution numérique, nous avons lancé la 5G en juillet. Nous avons lancé un cloud souverain en 2020 ainsi que l'identité numérique pour l'ensemble des résidents et monégasques. Sur l'aspect serviciel, nous sommes en train de transformer plusieurs choses à Monaco. J'ai pris l'exemple de l'éducation. L'éducation. Dès cette rentrée, chaque élève de 3 à 18 ans aura 1 heure d'apprentissage de la programmation. C'est quand même une révolution majeure pour donner à l'ensemble des élèves le plus de chances de grandir dans le numérique. Sur l'aspect économique aussi, nous avons fait notre première levée de fonds virtuelle à ICO. Donc, sur chaque sujet que le souverain a souhaité, nous avançons avec constance et au bon rythme. Le numérique à Monaco est utilisé pour servir la qualité de vie, offrir un nouveau cycle de prospérité économique et augmenter la valeur du service public. Sa transition est un enjeu ambitieux mais nécessaire et surtout un investissement majeur pour la principauté. C'est ambitieux mais c'est nécessaire pour résoudre des problèmes concrets. Le numérique peut aider à résoudre le poids des cartables. Le numérique peut aider à résoudre la mobilité. Nous avons lancé Citymapper, qui permet de voir en temps réel toutes les solutions de mobilité en principauté et de les agréger. L'année prochaine, nous espérons pouvoir les réserver. Le numérique permet de résoudre le problème de financement d'entreprises monégasques et de leur donner de nouvelles options en levant des fonds via des actifs crypto. Le numérique permet d'économiser l'administration en dématérialisant l'échange interne, 2 tours Odéon de papier. Donc le numérique, c'est un moyen, mais qui permet de résoudre les problèmes du quotidien, d'aller plus vite, d'aller mieux, de sécuriser les choses, d'être plus proche de l'environnement. Donc c'est ambitieux, mais c'est concret et surtout c'est obligatoire. 7 des 10 plus grandes entreprises au monde sont numériques. Prochaines grandes étapes, le lancement du portail e-santé. Il sera annoncé le mois prochain et permettra de rapprocher patients et personnel de santé. Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, les élèves de la maternelle jusqu'au collège bénéficieront d'1 heure de programmation par semaine afin de les accompagner à la prise en main du numérique. Suite à présent de notre série de reportages consacrés au Monaco Yacht Show. Dès mercredi soir, Dominique Poulain vous dévoilait les secrets de cette édition 2019 avec 125 yachts présents dans le port Hercule. Et cette année, le constat s'impose. Le nautisme de luxe s'intéresse de plus en plus à la protection de l'environnement et propose des yachts plus respectueux en mer. Voici son 2e reportage. Le développement durable est devenu un sujet préoccupant dans le monde du yachting. Les chantiers navals ont dû intégrer un service de recherche et développement consacré aux matériaux et aux économies d'énergie. Depuis la création du chantier en 2009, Arcadia ne cesse de secouer le cocotier du yacht. Le Sherpa XL est un yacht au style simple, élégant et fonctionnel, mais aussi innovant. Il est équipé de panneaux photovoltaïques. C'est le dernier né d'Arcadia, c'est aussi le signe distinctif du constructeur. Arcadia, depuis toujours, c'est très attentif au niveau du respect de l'écologie et de l'environnement. C'est sans doute une marque typique des bateaux Arcadia, c'est les panneaux solaires qui puissent générer jusqu'à 3,5 kW et donc servir les principaux systèmes électriques à bord. Pour réduire encore plus l'impact sur l'environnement, ce yacht de 24 mètres est doté d'un vitrage vertical et escamotable. La coque, elle aussi, a des effets bénéfiques. Convivialité et économie d'énergie sont la philosophie du constructeur italien.
L'utilisation de vitres up and down, donc qui fonctionnent pratiquement comme dans une voiture et qui permet d'avoir l'air fraîche de la mer, donc la brise marine, au lieu de la clim qu'on peut avoir tout le temps dans notre appartement, dans notre salle de réunion pendant tout le reste de l'année. Et troisième, c'est la coque qui a été étudiée et d'une manière d'avoir une réduction de consommation à la vitesse de croisière d'environ 25-30% par rapport aux autres bateaux de la même catégorie. Ce modèle écologique n'empêche pas ce yacht de reprendre toutes les caractéristiques de la gamme. Les espaces à bord exploitent toute la longueur de la coque, offrant ainsi une superficie totale de 220 mètres carrés d'espace de vie, intérieur comme extérieur. Un tout autre sujet à présent. Il y a quelques jours, le diocèse de Monaco dévoilait son programme pour l'année 2019-2020, au cœur notamment de l'Agora. Ces temps forts sont signés Christine Datomel. Spectacles, rencontres, formations, rassemblements et voyages, les activités du diocèse à Monaco sont florissantes et variées. Et c'est au sein de l'Agora, la maison diocésaine de Monaco, que le voile a été levé sur le programme 2019-2020. Il y a des conférences, des débats, il y a des travaux qui se font, il y a des ciné-clubs, enfin, il y a une quantité d'activités qui sont pour tous et qui pour toutes les tendances, tous les goûts. Dans le fond, c'est fait pour faire connaître la foi chrétienne ou l'approfondir pour ceux qui la connaissent déjà et qui veulent, au niveau de l'écriture sainte par exemple, l'approfondir, au niveau de la liturgie. Voilà, il y en a différents domaines. Moi je crois que ce qui se démarque, ce sont les débats de société, où l'on fait venir des personnes de l'extérieur qui, entre elles, vont discuter sur un sujet. Je pense à l'année dernière, il y avait le sujet de la fin de vie, des choses comme cela, avec des différentes personnalités qui vont discuter entre elles. Et puis, dans la deuxième partie de la soirée, ce sont les gens qui sont dans l'Assemblée qui vont poser des questions aux spécialistes qui ne sont pas toujours d'accord, mais qui éclairent finalement les points de vue qui sont quelquefois différents et qui permettent de progresser dans la connaissance. Il y a quelques nouveautés, oui, en particulier au niveau de la culture. Il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées, des pièces de théâtre, voilà. Donc ça c'est quand même nouveau parce que je crois qu'à travers la culture, à travers l'art, on peut faire passer aussi le message chrétien. C'est plus d'une centaine d'activités qui est proposée cette année par le diocèse de Monaco. La foi, la biodiversité, le judaïsme, la vie spirituelle, la communication dans le couple ou encore les relations parents-enfants. Autant de thématiques qui seront mises en lumière cette année et débattues lors d'ateliers, de rencontres ou de conférences. Autre programme qui a été dévoilé pour cette saison 2019-2020, celui de tout l'art du cinéma, programme présenté au cœur du théâtre Princesse Grace en présence de nombreux journalistes, dont José Sacré. En présence des principaux responsables de la culture à Monaco et d'un nombre public de passionnés, Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, a présenté ce jeudi 26 septembre au théâtre Princesse Grace le programme de la 16e saison de tout l'art du cinéma à Monaco. Le thème retenu, la maison et le monde, qui mérite sans doute quelques explications. Nous voulions, avec Jacques Hermabon, mon complice programmateur, essayer d'explorer les différentes façons d'envisager au cinéma la question de l'immigration, la question du métissage, la question de la conquête. Donc voilà, partant de là, on a réuni chacun notre liste de films, entendu que chaque fois on essaye de trouver, de proposer des films qui viennent de cinématographie parfois lointaine, méconnus, ou bien de films plus anciens, mais aussi cette année quand même des films relativement récents.
Les différents labels seront là. Le label avec la Fondation Prince-Pierre, un roman, un film qui ouvre la saison, mais aussi le ciné-concert avec l'Opéra de Monte-Carlo. Ce sera le grandiose Nibelungen de Fritz Lang en 2 parties, accompagné par Jean-François Zigel, mais aussi dans ces cinémas avec les ballets de Monte-Carlo, ce sera le bal des Torres Scola, mais aussi les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. On va présenter un film tunisien de Ferid Bouguedir qui s'appelle Alfawin, et le cinéaste sera présent pour nous le présenter, mais aussi le label avec le nouveau musée national de Monaco. Et puis cette année, la création d'un nouveau label en partenariat avec le Théâtre Princesse Grace, qui va s'appeler tout simplement Théâtre et Cinéma. Et on proposera le film de Lubitsch, To Be or Not To Be, qui est un grand film burlesque qu'on ne se lasse pas de revoir. Et nous allons prendre la direction de Bucarest pour découvrir le Focus Info réalisé sur place par José Sacré. José qui avait suivi il y a quelque temps l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'occasion d'une tournée. La 24e biennale du festival et concours de musique classique George Enescu s'est déroulée du 31 août au 22 septembre 2019 à Bucarest, en Roumanie. Plus de 2500 musiciens, solistes et orchestres, parmi les plus célèbres au monde, y ont participé. L'Orchestre Philharmonique de Berlin, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre National de France, la Staatskapelle de Dresde, l'Orchestre Symphonique de Saint-Pétersbourg, le Royal Concertgebouw d'Amsterdam et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui a donné 2 concerts les 11 et 12 septembre dans la magnifique salle de l'Athénée roumain Romanian Atheneum. Au programme du premier concert, Tchaïkovski et Enescu. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo étant dirigé par le violoniste Maxime Vengerov, qui fut, durant la saison 2018-2019, l'artiste en résidence de la formation monégasque. Ce festival Enescu porte beaucoup de bonnes traditions un des meilleurs compositeurs musiciens. Il est vraiment universel. C'est une légende, c'est mon idole. Au violon et à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Maxime Vengerov, en ouverture de ce premier concert, a rendu hommage à l'immense musicien que fut le Roumain George Enescu, à qui ce festival est dédié. Né en 1881 et mort à Paris en 1955, George Enescu fut pianiste, violoniste, chef d'orchestre et compositeur. On lui doit plusieurs symphonies, des sonates pour violon, un opéra, Édipe Roi, dont les premiers enregistrements ont été réalisés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurence Foster. Maxime Vengerov, le 11 septembre au Romanian Atheneum de Bucarest, a interprété devant une salle comble la ballade pour violon et orchestre de George Enescu. Monaco Philharmonique, c'est l'orchestre de ma maison à Monaco. Et je suis très heureux, je suis ravi de venir ici visiter cette ville magnifique, Bucarest, pour présenter Tchaïkovski Pathétique. Je pense qu'on a comme une grande famille. Je suis toujours très content de travailler et collaborer avec l'orchestre.
Invité soliste de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Maxime Vengerov, au Festival Enesco de Bucarest, concert diffusé en direct sur une chaîne de télévision nationale roumaine, le violoncelliste Gauthier Capuçon. Il a interprété 2 pièces de Tchaïkovski, l'Andante cantabile et les variations sur un thème rococo, opus 33. Quand un grand violoncelliste rencontre un grand violoniste, de quoi parle-t-il? On parle pas, on joue de la musique. Et c'est sublime comme ce soir. Bah oui, non, c'est un plaisir. Nous, on a fait ce concert chez vous, à Monaco, il y a quelques mois, donc c'est un bonheur de se retrouver ici. Tout d'abord avec l'orchestre, que je connais bien depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup d'amis dans l'orchestre, et puis avec Maxime. C'est la 2e fois que je joue avec Maxime en tant que chef. Et on a joué ensemble aussi avec Maxime, évidemment, au violon, donc c'est toujours un immense bonheur de le retrouver et de jouer avec lui. Les variations rococo, oui, c'est une œuvre qui est très chère à tous les violoncellistes. C'est une œuvre qui est très délicate parce qu'il y a toutes ces ces variations miniatures un peu où il faut en très peu de temps réussir à trouver le climat de chaque variation. Tchaïkovski était un grand admirateur de Mozart, donc ce thème au début c'est vraiment très mozartien, et donc c'est toute l'élégance dans ces variations. Donc la virtuosité, le romantisme, mais aussi l'élégance. Donc il faut trouver le juste milieu de tous ces caractères. N'est-ce pas la première œuvre que vous avez jouée avec orchestre? Oh, vous voilà bien renseigné. C'était pas la première, c'était une des premières que j'ai joué avec effectivement un grand orchestre et un grand chef. C'était Myung Whun Chung et c'était l'Orchestre de Chambre d'Europe. C'était ma première grande tournée, vous avez tout à fait raison. Maxime Vengerov a repris la baguette pour diriger la 6e symphonie en si mineur opus 74, Pathétique de Tchaïkovski. Cette symphonie a été créée en 1893 à Saint-Pétersbourg sous la direction du compositeur. C'est une symphonie à programme devant être une énigme pour tout le monde et l'argument est rempli de sentiments subjectifs, expliquait Tchaïkovski à son neveu à qui l'œuvre est dédiée, et d'avouer qu'en composant cette 6e symphonie, il avait à maintes reprises versé des larmes. C'est une œuvre très dramatique, très intime. C'est un testament de son cœur. Se glissant discrètement parmi les musiciens, Gauthier Capuçon s'est installé parmi les pupitres de violoncelle pour jouer avec ses amis de l'orchestre cette sublime symphonie. C'est l'opportunité quand là, en plus, j'ai des copains dans le pupitre de violoncelle et dans le reste de l'orchestre. Donc quand ils m'acceptent, quand ils me permettent de jouer avec eux, je le fais et c'est pour mon plus grand bonheur. Le 2e concert de la Phalange monégasque à Bucarest a également soulevé l'enthousiasme du public. Il s'agissait ce 12 septembre 2019 d'un programme très différent de la veille qui alternait extraits musicaux du grand répertoire d'opéra, mais aussi de comédies musicales et même de chansons traditionnelles galloises interprétées par le fantastique baryton basse gallois Sir Bryn Terfel. Surnommé parfois le prince de Galles de l'opéra, ce géant de l'art lyrique tour à tour puissant, drôle ou émouvant a offert au public, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Gareth Jones, un moment exceptionnel de musique. Cette soirée fera date dans l'histoire du 24e Festival de musique classique Georges Enesco. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Voici à présent vos prévisions météo.
En cette fin de semaine, le soleil sera plus timide que les jours précédents. Vendredi, de larges nuages seront présents sur l'ensemble de la journée. Un temps qui se déclinera tout au long du week-end. Lundi, nous débuterons la semaine sous un ciel plus ensoleillé. Mardi, les nuages seront de retour. Mercredi, le ciel sera incertain. Et du côté des températures, elles iront de 17 degrés pour les minimales et jusqu'à 23 degrés pour les maximales. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.